Alors, bonjour, voici la partie 3 du chapitre 4, des vidéos sur le chapitre 4. Alors, dans la partie 1, nous avions étudié le calcul d'intégrale directement à l'aide de formules de primitives. La partie 2, il s'agissait de l'intégration par partie qui nous permet d'obtenir l'intégrale d'un produit de fonction. Et la partie 3, donc le changement de variable dans une intégrale. En fait, vous l'avez déjà pratiqué, le changement de variable, de façon intuitive. Regardez, je vais vous donner deux exemples. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Donc la première intégrale à calculer, c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus x fois exponentielle de cosinus x. Je vous laisse réfléchir pour trouver la bonne formule de primitive afin de calculer cette intégrale et puis vous mettez sur play pour avoir la solution. Alors en fait ici vous voyez dès que vous avez exponentielle quelque chose vous pensez à la formule u' exponentielle u. Donc vous savez que les primitives de u' exponentielle u sont exponentielle u plus constante. Donc ici en fait intuitivement pour calculer cette intégrale vous faites le changement de variable grand U égale à cos x et vous en déduisez que u' c'est donc égal à moins sinus x. Ici, vous dites, ouïe aïe aïe, il me manque un moins. Bon, ben c'est pas grave, je vais multiplier et diviser par moins 1. Et ici, 1 sur moins 1, c'est moins 1. Je peux le sortir de l'intégrale. Donc, notre intégrale grand I, que va-t-elle devenir? Eh bien, ça va devenir moins primitive de moins sinus x exponentielle cos x, c'est-à-dire exponentielle cos x, entre 0 et pi. Ce qui donne moins borne du haut, moins borne du bas. Mettez bien les parenthèses pour ne pas vous tromper dans les signes. Cos pi, ça fait moins 1. D'accord? Donc, on obtient le résultat suivant. Grand I égale moins exponentielle moins 1, moins, donc plus exponentielle 1. Et ça c'est la cerise sur le gâteau, vous reconnaissez peut-être la formule du sinus hyperbolique. Vous vous rappelez? Le sinus hyperbolique de grand X, c'est exponentielle grand X moins exponentielle moins grand X sur 2. Donc ici, nous obtenons 2 fois le sinus hyperbolique de 1. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Voilà donc la valeur de grand I. Donc vous voyez qu'en fait, intuitivement, on a fait un changement de variable ici. On a posé grand U égale cos x parce qu'on a reconnu la formule de primitive U' exponentielle U. Alors je vais vous donner un deuxième exemple. Vous allez calculer maintenant l'intégrale de 1 à e de ln de t à la puissance 4 sur t dt. Alors normalement, nous l'avions déjà rencontré, cette intégrale. Je vous laisse faire le calcul, mettre sur pause puis sur play pour obtenir le résultat. Alors ici, on voit que on peut appliquer la formule U' fois U alpha qui donne U alpha plus 1 sur alpha plus 1. Alors pourquoi? Parce que ça demande justement d'avoir des réflexes, donc de connaître par cœur ces formules de primitives et de dériver bien sûr. Ici, vous voyez que cette intégrale, vous pouvez écrire aussi que c'est 1 sur t fois ln de t à la puissance 4 dt. Et donc là, vous voyez très clairement que l'on va poser grand U égale à ln de t et que donc grand U' est égal à 1 sur t et on peut appliquer U' U puissance 4. Donc on obtient J égale crochet ln de t à la puissance 5 sur 5 entre 1 et E. Ce qui nous fait, si on met en facteur 1 cinquième, ln de t, ln de E à la puissance 5, borne du haut, moins ln de 1 à la puissance 5, moins borne du bas. ln de E, je vous rappelle que ça fait 1, 1 à la puissance 5, ça fait 1, moins ln de 1 qui fait 0. Donc, on obtient J égale 1 cinquième. Voilà donc un deuxième exemple d'intégrale que vous avez calculé en faisant intuitivement un changement de variable. Alors maintenant, que se passe-t-il quand on ne voit pas la formule? Parce que c'est ça en fait, c'est que là on a repéré la formule, les deux formules de primitives. Eh bien, nous allons à ce moment-là appliquer la formule du changement de variable. Alors, admettons que nous ayons une intégrale grand I à calculer de la fonction f de x dx sur l'intervalle AB, et puis on ne voit pas de formule de primitive, l'intégration par partie ne peut pas non plus s'appliquer. Mais
on ressent bien que si on fait un certain changement de variable, et ça je vous expliquerai comment, entre guillemets, ressentir ce changement de variable, eh bien on va pouvoir faciliter le calcul de l'intégrale. Donc imaginons ici, hein, vous avez x, votre ancienne variable, et t, la nouvelle variable. Donc x est égal à phi de t. Alors, phi doit être absolument une fonction bijective. Bijective, pourquoi? Parce que comme on fait un changement de variable dans une intégrale, il faut avoir exactement l'exacte correspondance, si vous voulez, entre la variable x et la variable t. Donc à tout x, il correspond un seul t, et à tout t, il correspond un seul x. Sinon, bien votre nouvelle intégrale, avec la nouvelle variable t, ne va pas être égale à l'intégrale avec la variable ancienne, si je puis dire, x. Donc, si phi est bijectif, ça veut dire qu'elle admet une fonction réciproque, phi moins 1, et donc on peut exprimer aussi, si l'on souhaite, t en fonction de x. Autrement dit, la nouvelle variable en fonction de l'ancienne. Alors, admettons que A soit égal à phi de alpha et B, phi de bêta. Autrement dit, on peut aussi dire que alpha, c'est phi moins 1 de A et bêta, c'est phi moins 1 de B. D'accord? Voilà. Donc, quand on veut faire un changement de variable, on utilise une fonction bijective et pour obtenir la nouvelle intégrale suivant la variable t, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ici, le x, on va le remplacer par phi de t. D'accord? Donc, on va avoir f de phi de t ici. Le dx, c'est ça. Ça, il va falloir le rechercher parce que malheureusement, le dx n'est pas toujours égal à dt. Ça peut arriver dans quelques cas particuliers de changement de variable, mais c'est loin d'être souvent le cas. Et il va falloir aussi chercher les nouvelles bornes de l'intégrale. Alors, les nouvelles bornes, vous voyez, vous allez les obtenir ici. Ça va être alpha et bêta dans ce cas-là. Alors, pour dx, comment faire pour trouver l'expression de dx? Eh bien, vous avez sans doute vu en physique que lorsque vous avez x en fonction de t, vous pouviez aussi noter avec les différentiels dx sur dt égale à phi' de t. Et c'est grâce à cette notation de différentiel que vous obtenez l'expression de dx en fonction de dt. Donc, de là, il en découle que dx est égal à phi' de t dt. Donc dx égale à phi' de t dt. Vous avez ici les nouvelles bornes. À a, il correspond alpha et à b, bêta. Donc, voici comment vous faites votre changement de variable. L'ancienne variable x devient ici nouvelle variable t. X, on le remplace par phi de t. Dx, on le remplace par phi' de t dt. Et les bornes, ici, a devient alpha et b devient bêta. Alors maintenant, nous allons reprendre, vous savez, nos deux exemples précédents et nous allons appliquer le changement de variable. On l'avait fait intuitivement précédemment. Alors vous pouvez vous dire, oui, mais à quoi ça sert? On a réussi à les résoudre, ces deux intégrales, de façon intuitive. Pourquoi s'embêter à poser le changement de variable? En plus, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué. En fait, si je vous fais retravailler sur ces deux intégrales, c'est justement pour vous faire comprendre le changement de variable. Et comme ça, dans les cas plus compliqués, eh bien, ça vous paraîtra moins difficile. Alors donc, nous allons reprendre notre intégrale. Alors, c'était de 0 à pi, cos x, non, c'était sinus x fois exponentielle cos x, si mes souvenirs sont bons. Alors, c'est parti. Donc, hop, c'est donc, on a dit sinus x fois exponentielle cos x dx. Voilà. Et puis, la deuxième intégrale, c'était l'intégrale de 1 à e de ln de t à la puissance 4 sur t dt. Alors ici, quel va être le changement de variable? Eh bien, en fait, vous voyez bien que ce qui nous embête là-dedans, c'est le cosinus x qui est en exposant ici. Donc, on va poser le changement de variable t égale cosinus x. Et cosinus x sur l'intervalle 0π est bijective. Vous vous rappelez, il s'agit d'une fonction continue et strictement, si on trace la représentation graphique du cosinus entre 0 et π, strictement décroissante. Donc la fonction cosinus ici est bijective sur 0π et on va pouvoir
appliquer la formule du changement de variable. Ici, pareil. Donc là, je vais quand même l'écrire, hein, qu'elle est bijective sur 0π. Donc, on peut appliquer notre formule du changement de variable. Ici, pareil. Qu'est-ce qui nous embête? C'est le ln de t qui est à la puissance 4. Ce n'est pas le 1 sur t, pas forcément. C'est le ln de t. Donc, on va poser x égale ln de t. OK? Et donc, maintenant, on s'assure qu'il s'agit bien d'un changement de variable pour calcul intégral. Donc, elle est bijective, cette fonction, sur R plus étoile. Vous savez que la fonction logarithme est strictement croissante et continue et que sa fonction réciproque, eh bien, c'est exponentiel. Alors, allons-y, c'est parti. Donc, on va reprendre, vous pouvez mettre sur pause hein, et sur play pour faire ce calcul de changement de variable. Alors, donc on a dit, on avait sinus x fois exponentielle cos x dx entre 0 et pi. Donc on pose t égale cos x. D'accord? Alors, première chose, il faut chercher les nouvelles bornes d'intégration de la nouvelle variable t. Nous savons que x varie entre 0 et pi. Donc, à ce moment-là, on va en déduire les variations de t. t, c'est cos 0, puisque x égale à 0, d'accord, t égale cos 0, donc ça fait 1. Et ici, nous allons avoir t égale cos pi, c'est-à-dire moins 1. Donc, pour les bornes, ce n'est pas compliqué, il suffit d'appliquer le changement de variable. Alors maintenant, nous cherchons la relation entre dx et dt. Puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que malheureusement dx n'est pas forcément égal à dt, sauf dans quelques cas particuliers de changement de variable. Alors pour trouver l'expression de dx en fonction de dt, on revient sur le changement de variable, t égale cos x. Donc on a t qui est exprimé en fonction de x. Donc on va dériver t par rapport à x. Et ça se note dt sur dx. Donc ça, c'est la dérivée de t par rapport à x. D'accord? Donc, c'est donc cos x prime. Ben ça fait moins sinus x. Ah mais alors, on va pouvoir obtenir l'expression de dt qui va être égale à moins sinus x dx. Alors maintenant, on regarde un petit peu notre intégrale ici avant d'effectuer notre changement de variable. Et puis, on se rend compte que justement, le sinus x dx, on l'a ici. Sinus x dx, il est là. Ah, il nous manque juste le moins. Bon, bah, ça veut dire que sinus x dx est égal à moins dt. Donc, sinus x dx, on va le remplacer par moins dt. Alors, on va l'écrire. Sinus x dx est égal à moins dt. Donc, il ne nous reste plus qu'à écrire l'intégrale avec la nouvelle variable, les nouvelles bornes et l'expression dx par rapport à dt. Donc, faites attention aux bornes. À 0, il correspond 1. Donc, en bas, on met 1. À pi, il correspond moins 1. Donc, en haut, on met moins 1. Même si on a la plus petite borne en haut, il ne faut pas que ce soit embêtant. Non, non. Il faut vraiment aller dans le même ordre que les bornes de x. Alors ensuite, sinus x dx, on le remplace par dt. Bon, le dt, on le met à la fin. Hein, on met toujours à la fin les d machin chose. Et exponentielle cos x, eh bien, c'est exponentielle et cos x, c'est t. D'accord? Donc, il faut bien ici voir ce qui est important. Ce qui est important, c'est le changement de variable, les nouvelles bornes de t et l'expression, la relation entre dx et dt.
Et vous voyez que l'intégrale que l'on obtient à la fin est beaucoup plus simple. Donc ça fait primitive d'exponentielle t, ben c'est exponentielle t, entre 1 en bas et moins 1 en haut. Donc on obtient borne du haut moins borne du bas. Voilà, donc on retrouve bien le résultat précédent. Alors évidemment, hein, je le répète, ici c'est un exemple. On a réussi précédemment à résoudre très facilement, de façon intuitive, grâce aux formules de primitives, notre intégrale. Et ça nous a paru plus simple, ça a dû vous paraître plus simple, d'accord? Mais il faut quand même savoir utiliser cette technique ici que je vous montre, eh bien lorsqu'on ne voit pas de primitives. Et ça, par la suite, nous étudierons deux exemples où on ne voit pas les primitives et où on est bien obligé de faire quelque chose, donc un changement de variable comme je vous le montre ici. Alors la deuxième intégrale, on fait le deuxième exemple, histoire que ça rentre bien dans la tête, que la technique du changement de variable rentre bien dans la tête, d'accord? Donc voici la deuxième intégrale. Donc imaginons, vous n'avez pas du tout reconnu la fameuse formule du prime u alpha. Donc, vous allez poser, qu'est-ce qu'ils vous en mettent là-dedans? C'est le ln de t qui est la puissance 4. Donc, vous allez poser x égale à ln de t. D'accord? Alors, c'est parti. Les bornes. Allez, tout de suite, on recherche les nouvelles bornes. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il s'agit d'une fonction bijective sur R plus étoile. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, donc les anciennes bornes, t égale 1, t égale e. Alors, si t égale 1, x égale ln de 1, d'accord? C'est ça qu'on fait. Voilà. Et ça fait 0. Si t égale e, x égale ln de e, et ça fait 1. Alors maintenant, la relation entre dx et dt. Voilà, donc je réécris le changement de variable. On part du changement de variable. On a x en fonction de t. Donc on va dériver x par rapport à t. D'accord? Donc ça fait la dérivée de ln de t. Donc faites bien attention à l'ordre dx sur dt. On dérive x qui est fonction de t par rapport à t. Donc ça donne 1 sur t. Et donc, on obtient la relation entre dx et dt. Eh bien, dx va être égal à dt sur t. Voilà, donc on récapitule. Nous avons ici notre changement de variable, les nouvelles bornes et l'expression, la relation entre dx et dt. Allez, maintenant, passons à l'intégrale. Nous allons écrire le changement de variable. Donc, j égale l'intégrale. Faites bien attention, il faut bien mettre la borne du bas ici, c'est 1 quand l'intégrale est en t, et c'est 0 quand l'intégrale est en x. Donc ici, on va mettre 0. Ici, c'est e, ici, c'est 1. Donc on va mettre 1. ln de t à la puissance 4, c'est x à la puissance 4. La relation entre dx et t, tiens, on remarque, là il faut prendre du recul, il ne faut pas trop foncer tête baissée. On remarque qu'en fait, vous voyez ici, que vous avez justement dt sur dt qui apparaît. Donc dt sur dt, eh bien vous le remplacez tout simplement par dx. Voilà. Donc ici, on n'a plus qu'à écrire dx. Et on obtient une fonction très simple à intégrer. Quand on fait un changement de variable, le but du jeu, c'est quand même ça, c'est que la nouvelle intégrale soit plus facile à calculer. Donc on peut sortir le 1/5 ici, le mettre en facteur, et ça fait x puissance 5 quand x égale à 1, donc ça fait 1 puissance 5, ça fait 1, moins 0, donc on obtient j égale à 1/5. Il s'agit bien du résultat obtenu précédemment avec la méthode intuitive quand on a reconnu la formule de primitive. Alors maintenant, nous allons étudier deux exemples dans lesquels on ne reconnaît pas de formule de primitive. Et on va poser un changement de variable. Alors, avant de passer à la deuxième partie de ce cours, j'ai remarqué un peu après coup qu'il manquait un moins ici, et donc un moins
là devant l'intégrale, hein. Donc vous trouvez la correction sur le PDF. De toute façon, le PDF est vraiment foi, c'est-à-dire sur le PDF, si jamais je fais des petites erreurs comme ça d'inattention dans la vidéo, et bien c'est rectifié dans le PDF. Donc ici, on retrouve bien le résultat précédent, c'est-à-dire le sinus hyperbolique, enfin 2 fois le sinus hyperbolique de 1. Voilà, à bientôt pour la deuxième vidéo. Au revoir.